Bonsoir, bienvenue à un invité spécial exceptionnel puisqu'il s'agit de Sa Majesté le roi Hassan II du Maroc. Sire, bonsoir. Bonsoir. Vous allez vous rendre dans quelques jours à Paris. Les rapports franco-marocains ont eu des hauts et des bas. Est-ce que c'est la fin d'une brouille, l'annonce d'une ère nouvelle, un nouveau départ des relations franco-marocaines? Écoutez, même dans les familles les plus unies, il y a toujours des hauts et des bas, bien que depuis longtemps nous n'ayons pas eu de creux de vague dans nos relations avec la France. Et je suis très heureux de visiter votre pays dans l'atmosphère qui régit les relations entre nos deux peuples surtout, et entre le président de la République et moi-même. Sire, vous êtes un des très rares chefs d'État à avoir personnellement bien connu les 5 présidents de la Ve République en France. Est-ce qu'on a le même genre de relation et de compréhension avec, par exemple, le général de Gaulle et François Mitterrand? Non, certes non. Mais il y avait quand même, chez les deux, il y a des éléments que j'ai pu retrouver, à savoir une mémoire solide, basée sur le respect de l'histoire, un attachement aux références de l'histoire et une nostalgie monarchique incontestable. Chez les deux? Chez les deux. Et avec Jacques Chirac, il y a une relation particulière? Bon, lui, je le connais depuis 20 ans. Je le connais depuis 20 ans parce qu'il s'occupait beaucoup des villes jumelées. Et il a été donc amené à venir au Maroc pour assister à un certain nombre de conférences. Et depuis lors, nous nous connaissons. Alors nous allons reparler plus tard des relations franco-marocaines. On va parler d'abord du Proche-Orient. Après le massacre de Cana au sud Liban, et malgré l'arrangement politique qui a eu lieu, est-ce que vous pensez que psychologiquement, les chances de la paix sont intactes? Eh bien, il s'agit de savoir où l'on se trouve. Si on se trouve périphériquement à l'endroit où a eu lieu le séisme, ou le sinistre, il est certain que les mémoires sont plus poussées à oublier. Non, je pense que là on est allé un peu trop loin et je me demande si on n'y est pas allé sciemment. Car en définitive, là d'où est parti le coup était repérable, en principe. Et l'on savait d'où le coup était parti. Donc vous voulez dire que certains cherchent à saboter la paix? Je demanderai d'avoir la patience à tous de lire dans 3 ou 4 ans les mémoires qui seront écrites sur cette partie de l'histoire du Moyen-Orient. Je pense que beaucoup de choses apparaîtront à la surface. Il y a quelques jours... De part et d'autre, du reste, de part et d'autre. Il y a quelques jours, toujours sur le même sujet, il y a eu 2 faits significatifs. D'une part, l'OLP, de son côté, a renoncé à certains articles de sa charte qui prévoyaient la destruction d'Israël. Et d'autre part, le parti travailliste de Shimon Peres, lui, a admis le principe de l'autodétermination des Palestiniens. Est-ce que ça, c'est un type d'équilibre qui vous paraît équitable à vous, qui êtes mêlé depuis longtemps à ce processus? Il n'a pas admis l'autodétermination, il a admis l'existence d'un État palestinien. Oui, c'est-à-dire l'autodétermination des Palestiniens. Ce qui, il y a seulement quelques mois, ne serait pas sorti des lèvres du Premier ministre israélien, bien que peut-être le pensant au fond de lui-même, mais il ne l'aurait certainement prononcé que dans un cercle mini restreint, si l'on peut dire. J'estime que les choses sont équilibrées et que partant de là, il faut aller de l'avant. Alors vous avez fait beaucoup pour que ce processus de paix s'engage, vous personnellement. Beaucoup de gens considèrent qu'aujourd'hui l'élection de Shimon Peres à la fin de ce mois est une condition indispensable à la poursuite du processus de paix. Est-ce que c'est également votre sentiment? Elle est indispensable pour le processus de paix, pour le sauvegarder et pour le pousser plus en avant, incontestablement. Car dès le départ, les jeux sont clairs, les idées sont claires et les perspectives ou les projections sont très claires pour nous tous. Il est certain qu'avec, à moins qu'il n'y ait un changement radical, qu'avec le parti du Likoud, les choses seraient moins porteuses d'optimisme. Et est-ce que si Shimon Peres et le Parti travailliste l'emportent à la fin de ce mois, est-ce que vous pensez que c'est rêvé ou non que d'imaginer une paix globale dans la région, disons avant la fin du siècle, donc avec aussi la Syrie et le Liban? D'ici l'an 2000? Oui.
je pense, il faut être vraiment super paresseux ou de très mauvaise volonté pour ne pas y arriver d'ici l'an 2000. Alors, au-delà des accords de paix, de la diplomatie, de la politique, est-ce que vous croyez que dans le siècle qui va venir, on va trouver les chemins d'une amitié, ou en tout cas d'une bonne entente judéo-arabe? Il le faut, elle est nécessaire. Les traités sur le papier n'ont jamais rien valu. Et il n'y a que la cohabitation. Et la cohabitation véritable, rue à rue, maison à maison, qui soit de nature à apporter vraiment cette paix qui doit être celle des cœurs, celle des cultures, celle des habitudes. Il faut s'habituer à vivre. Eh bien, il faudra y arriver. Mais je pense que l'un des éléments indispensables à cela, c'est de régler le problème palestinien. Et dans cette éventuelle cohabitation pacifique sur la durée entre musulmans et juifs, vous pensez que quelqu'un comme vous a un rôle particulier à jouer? Des signes à donner, des symboles? Moi pas directement, mais il est certain que, comme je les appelle, mes Marocains qui sont là-bas, ils sont à peu près 700 000, ont plus que des signes à donner, et ils les donnent. Et ils les donnent de par leur culture, de par leur comportement. Certes, je sais qu'il y en a pas mal qui votent à droite, traditionnellement. Oui. Ils votent pour le Likoud, souvent. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont arrivés là-bas, c'était l'époque où le Parti travailliste était le plus fort. Et ils se sont plus occupés des Juifs venant d'Europe. Pour eux, ceux qui venaient d'Afrique du Nord, était tout le monde dans le même sac. Juifs ou musulmans, on avait tous la même note. Le QI était assez bas. Et ils les ont délaissés. Et par tradition, ils ont voté comme ça. Mais je suis sûr qu'ils ont dû comprendre. Entre-temps, ils viennent souvent ici, ils nous entendent parler. Enfin, je n'ai pas à intervenir dans une campagne électorale. Il y a un autre sujet qui intéresse, qui concerne et qui souvent inquiète aussi beaucoup les Français, qui est la montée des intégrismes religieux. Par exemple, Jean Daniel vient de publier un livre sur Dieu est-il intégriste. Est-ce que, à votre avis, est-ce que le Maroc échappe à la montée des intégrismes? Non. Le Maroc, au cours de son histoire séculaire, a connu des montées d'intégrisme, incontestablement. Il n'y a pas de siècle, c'est presque une fièvre récurrente. Il n'y a pas de siècle où nous n'ayons pas eu, sur notre graphique historique, une petite remontée intégriste. Mais elle n'est jamais sortie du débat religieux. Elle a gardé toujours un fond religieux. Bon, comme l'Église en France, il y a un an ou deux, elle avait un débat dont l'un des tenants était qualifié d'intégriste. Bon. Mais c'est loin de l'intégrisme qu'on nous dépeint de nos jours, à travers le monde. Violent, massacreur. Non, ce n'est pas dans notre éthique. Est-ce que le fait que, j'en parlais tout à l'heure, que vous soyez commandeur des croyants, est-ce que ça a aidé au Maroc à faire en sorte que la situation soit un islam plus pacifique, un islam plus tranquille, on pourrait dire, que dans beaucoup d'autres pays? Ça ne m'a pas aidé seulement moi, ça a aidé mes ancêtres. C'est ce que je voulais dire. Ça nous a tous aidés parce que l'un des principes du Coran, c'est que les gens du livre qui vivent sur votre terre ont droit à la même protection et au même droit que les musulmans. Ce sont les gens du livre. Et alors, comment est-ce que vous expliquez qu'en ce moment, il y ait ces poussées d'intégrisme dans tellement de pays musulmans en même temps? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi en même temps? D'abord parce que j'estime que le rythme, ceci est un aspect nouveau, le rythme des changements de la vie est un rythme très rapide. Et la civilisation, la société, telle que nous avons été obligés de l'apprendre, c'est la société actuellement, telle qu'on nous l'enseigne, où la mode de vivre est à prendre ou à laisser, malheureusement. L'Occident est entré chez nous de cette façon. Il est entré par effraction. C'est à prendre ou à laisser. On n'a pas le bénéfice d'inventer, on n'a pas le choix.
On a été obligé de la prendre telle qu'elle. Il y a des choses que nous ne pouvons pas digérer, que nous ne pouvons pas digérer. Il y a des comportements que nous ne pouvons pas digérer. Par exemple? Une sorte d'exhibitionnisme, par exemple. D'exhibitionnisme vestimentaire. Ça nous choque encore. Le fait qu'on puisse admettre le concubinage homosexuel. Ce sont des choses qui sont... Et vous pensez que ça fait partie des facteurs qui expliquent les poussées d'intégrisme dans... C'est une agression. Comment est-ce que vous expliquez que deux pays voisins comme le Maroc et l'Algérie, qui sont proches, n'aient pas du tout la même situation vis-à-vis de l'intégrisme? C'est encore une question de société. Il ne faut pas oublier que la chance a voulu que le Maroc... c'est l'un des aspects que le général de Gaulle, du reste, et que le président Mitterrand, que Dieu et le rame, tous les deux, prenaient en compte. Le Maroc a été le seul pays arabe indépendant de la Turquie. Pendant 6 siècles, pendant 3 siècles et demi, nous avons résisté. Alors, notre société est à part, c'est pour ça. Aujourd'hui, l'intégrisme, ça se combat comment? Ben, écoutez, l'intégrisme, il y a l'intégrisme et l'action intégriste. L'action intégriste se combat comme l'action intégriste. Si elle est par l'écrit, on la combat par l'écrit. Si elle est par la violence, on la combat par ceux qui arrêtent la violence. Si elle est par la pensée, on la combat par la pensée. Et pour un pays comme la France, qui a à faire face à des problèmes d'intégrisme, à votre avis, quelles sont les bonnes méthodes à utiliser ou les mauvaises méthodes à éviter d'ailleurs? Ce ne sont pas des problèmes intégristes inhérents à la société française. Ce sont des problèmes extra-français, importés en France et teintés d'intégrisme. Mais de nature, ce ne sont pas des problèmes français, de nature. Donc je ne saurais vous donner le médicament. Parce que ce sont des problèmes politiques importés en France et qui se teignent d'intégrisme. La position du gouvernement français concernant l'immigration, c'est de dire que la France ne peut pas accueillir davantage d'immigrés compte tenu de la situation économique et sociale. Quand vous voyez des immigrés clandestins reconduits à la frontière dans leur pays d'origine, est-ce que vous pensez que la France est dans son bon droit, qu'elle a raison de le faire? Je ne peux pas demander à la France loyalement de priver ses propres fils de travail, de nourriture, d'enseignement, de soins, au profit d'autres qui ne sont pas les siens. Parce que je sais ce que je ferais, moi, personnellement, chez moi. Je privilégierais d'abord les Marocains. Donc je ne peux pas lui... Ce qui m'a un peu choqué, c'est de voir qu'on était allé cueillir des gars qui s'étaient réfugiés dans une église. Ça m'a... Vous avez souvent parlé d'incompréhension entre la France et le monde musulman. Est-ce qu'au cœur de cette incompréhension, il n'y a pas le fait que la France considère la laïcité comme une valeur essentielle et que l'islam rejette ou n'accepte pas ce concept, cette idée de laïcité? La grande chance de la France à l'égard du monde arabe et à l'égard du monde musulman, c'est que Bonaparte est précédé dans l'histoire le père de la laïcité, Jules Ferry. Bonaparte a visité l'Égypte avant Jules Ferry. L'Institut du Caire, le respect qu'il a eu pour les musulmans, pour les mosquées, c'est parti de là. La France a fait son nid sous Bonaparte. Elle ne l'aurait pas fait sous Jules Ferry. Je me permets d'assister. Le problème de la laïcité pour des populations immigrées musulmanes qui rejettent cette idée-là, est-ce que vous pensez que la loi nationale doit prévaloir? Ils doivent... Non. Quand je vis à Paris, par exemple, où je reste quelques semaines dans ma propriété, je respecte la loi du pays où je suis. La loi de la laïcité doit être respectée. Quand il y a des incompréhensions entre des Français et des Marocains, il y a toujours des incompréhensions à certains moments. Est-ce que, au fond, en ce moment, vous avez le sentiment qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire? Vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français.
Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien de nous. C'est à vous de faire maintenant, là. Il faut renverser la vapeur. Il faut faire un petit pas. Vous avez le sentiment qu'on ne s'y intéresse pas assez? Comment? Vous avez le sentiment qu'on ne s'y intéresse pas assez? Non, loin de moi cette idée. Mais j'estime que il y a de ces paresses qui sont naturelles, qui viennent instinctivement. C'est une paresse naturelle, qui s'appelle la loi du moindre effort. Alors sur un tout autre sujet, en France, il y a en ce moment une croissance très faible, elle est même plutôt poussive. Et puis il y a un taux de chômage qui est élevé, qui est trop élevé, qui est inhabituellement élevé en France. Au Maroc, quel est le taux de croissance et quel est le taux de chômage? Vous savez, je pense qu'il vaut mieux ne pas vivre avec les yeux rivés sur les graphiques des taux de croissance et de taux de chômage. Parce qu'on sait qu'il peut y avoir des miracles financiers, il n'y a pas de miracle économique. Une question qu'on se pose souvent en France, est-ce qu'on peut développer l'économie d'un pays comme le vôtre, comme vous voulez le faire, sans en même temps développer la démocratie? Autrement dit, est-ce qu'on peut développer l'initiative sans développer les libertés? On ne peut pas développer les initiatives sans développer les libertés. Et de reste, il n'y a aucune loi chez nous, ni aucune disposition, ni constitutionnelle, ni légale, ni réglementaire, qui inhibe ou qui limite ce droit à la propriété, à l'initiative privée. Et vous avez l'impression que les libertés politiques n'ont pas pris trop de retard par rapport aux libertés économiques? Non, pas du tout. Grâce à Dieu, nous sommes à jour sur le plan politique, sur le plan de tous les codes et les lois internationales. Vous avez l'impression que vous progressez au même rythme dans le domaine de la démocratie politique que dans le domaine de la modernisation économique? Écoutez, on ne peut pas demander à l'Europe d'être votre partenaire. Et nous avons signé avec l'Europe et on va signer. Le Parlement européen va voter. On ne peut pas. Du reste, elle n'aurait pas accepté. On ne peut pas voter et être avec l'Europe en ayant deux visages et en ayant le Maroc apparent et le Maroc réel. Je pense que le fait qu'elle ait voulu s'associer à nous prouve que nous sommes saints de corps et d'esprit. En France, vous le savez, on a parlé de dialogue franc, des gens, des intellectuels, des groupes, des associations vous critiquent pour non-respect des droits de l'homme. Est-ce que, quand vous les écoutez, parfois vous les comprenez, vous en tenez compte? De ceux qui parlent de cela chez vous? Oui. À la fin, j'en tiens plus compte. Non, je ne tiens pas compte. Vous trouvez que c'est totalement injuste ou qu'ils ont eu par le passé parfois raison, qu'il y a eu des dérapages, qu'il y a eu des erreurs? Moi, je crois qu'ils vont avoir un accident de la circulation parce qu'ils regardent trop dans le rétroviseur. Alors, justement, par exemple, vous y faisiez allusion dans l'interview que vous aviez donnée à Franz-Olivier Gisbert pour Le Figaro. Il y a 2 ans, il y a eu des libérations de prisonniers politiques, plusieurs centaines de prisonniers politiques qui ont été libérés. Est-ce que... Non, pas politique. Vous ne considérez pas comme politique? Ils étaient contre notre retour à notre patrie, notre Alsace-Lorraine qui est le Sahara. Voilà. Disons que vous ne les considériez pas. C'est national, c'est national. Disons que vous ne les considériez pas comme politiques et qu'eux se considéraient comme politiques. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, vous pouvez nous dire qu'il n'y a plus de prisonniers de ce genre? Non. Il n'y en a plus? Formellement, non. Et vous avez eu raison quand vous les avez libérés ou quand vous les avez mis en prison? Comment? À quel moment avez-vous eu raison? Quand vous les avez libérés? J'ai eu raison 2 fois. 2 fois. La première, en évitant qu'ils ne nuisent à leur pays. Ce qui les a amenés à mieux réfléchir, ce sont eux qui m'ont écrit en disant que, ma foi, ils étaient revenus au véritable sentiment. Donc, ils ont cessé d'être nuisibles, ils sont maintenant. Alors, si vous vous flattez de la liberté, de la libération de la presse au Maroc, qui est visible quand on lit les journaux ici. Est-ce que, quand dans le même temps, vous interdisez à la vente ici un journal comme Jeune Afrique qui vous critique, ou un journaliste français qui est déclaré persona non grata, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Qu'ils aient tort ou qu'ils aient raison, sur le principe même? Oui, sur le principe, effectivement. Mais je crois que c'est infiniment moins important que de réfléchir sur les chances de réélection de M. Pérez, de M. Elstine et du président Clinton. Et globalement, pour faire progresser votre pays, pour reprendre une formule tirée d'une citation de Gérald de Gaulle, est-ce que vous pensez que pour faire progresser votre pays, il faut une poigne de fer ou pas? Non. Il faut. Mon père m'a toujours dit que de son âme que le Maroc était un lion, et je le répète, qu'il faut mener avec une ficelle.
Vous avez lancé une grande campagne dont tout le monde peut voir qu'elle est très, très vive contre la corruption. Est-ce qu'elle atteindra tout le monde? C'est-à-dire, est-ce que tout le monde peut être concerné, quel que soit son niveau social, sa situation politique, ses éventuelles protections? Est-ce que ça va atteindre tout le monde? Non, mais... Tous ceux qui sont, naturellement, qui peuvent être suspectés. Enfin, oui, il faut se dire que la corruption n'est pas née d'aujourd'hui. La corruption est née avec le monde. La corruption, le commerce illégal, le commerce de soi sont les plus vieux métiers du monde. Et sans corrupteur, il n'y aurait pas de corrompus. Il n'est pas question pour moi de devenir Don Quichotte pour vouloir... non, ce serait, à mon avis, perdre son temps, traumatiser la population et mettre un... Non, mais de temps en temps, il faut rappeler les gens à l'ordre. Il faut leur rappeler qu'il y a des codes, qu'il y a des règles de conduite, d'autant que le pari que nous engageons est celui de la libre concurrence avec le GATT, c'est celui de la qualité, c'est celui de la régularité dans les affaires et dans le commerce. Nous ne pouvons pas jouer dans la cour des grands tant que nous faisons les petits. Il y a aussi une campagne que vous avez engagée qui est la campagne de lutte contre la drogue. Est-ce que vous avez l'impression que dans ce domaine vous atteignez vos objectifs? Est-ce que par exemple vous arrivez maintenant à empêcher la production locale ou pas? Non, la production locale, il faut faire une reconversion. Nous travaillons et nous espérons que l'Europe nous donnera un bon coup de main. On en a parlé souvent avec eux, mais particulièrement avec la France. Non, nous avons donné un coup de frein aux trafiquants de drogue. Parce que le temps que d'autres réseaux se constituent, nous aurons le temps, nous aussi, de nous armer pour. Et sur la production, il vous faut combien de temps? La production, je pense qu'en 2-3 ans, nous pouvons... En 2-3 ans... Avec une aide? Avec une aide, parce qu'il faut reconvertir toute une partie du royaume. Donc vous allez très très prochainement rencontrer le président Chirac. Est-ce que vous avez le sentiment que la France aujourd'hui, dans ses rapports avec le Maroc, il lui arrive de faire des erreurs de comportement sur le plan commercial? Est-ce qu'elle se comporte comme il faudrait qu'elle se comporte? Non, elle ne fait pas d'erreurs de comportement. Non, non, au contraire, elle est pleine de délicatesse. Et puis, comme nous-mêmes du reste, et même lorsque nous engageons un duel d'idées, le fleuret est toujours moucheté. Alors, en dernière question, ça fait plus d'un tiers de siècle que vous régnez. Quel est au fond le moment où vous avez eu le sentiment d'être le plus utile à votre pays, et quel est le choix ou la décision que vous regrettez le plus après cette longue expérience? Question. Le meilleur moment et le plus grand regret? Le meilleur moment est certainement celui où j'ai eu l'idée de la marche verte. C'est-à-dire quand il y a eu... Oui, les 350 000 hommes et femmes qui ont marché. Pour le Sahara. Pour le Sahara. Et il nous est revenu. Et la plus grande erreur? Et la plus grande erreur, je crains d'y retomber, malheureusement. C'est que je fais trop vite confiance. On dit que le roi dit souvent je veux. Aujourd'hui, vous diriez je veux quoi pour le Maroc? Qui ne dit pas je veux? Vous pouvez le dire avec plus d'autorité que Eh d'autres. bien, je veux pour le Maroc. Je ne parle pas du peuple, il l'a toujours été. Je veux pour le Maroc des dirigeants intelligents, une jeunesse intelligente, apte à saisir les occasions, à comprendre le siècle où elle vit, à ne pas vivre à l'ombre du politisme, mais guidée par le perfectionnisme et surtout par la réalisation et le réalisme. Voilà ce que je fais. Sire, je vous remercie. Bonsoir, bonne soirée sur France 2. On se retrouve jeudi prochain à Paris avec M. Philippe Séguin.